On disait qu'elle était trop émotive, trop douce pour les opérations de combat réelles. Pourtant, ce jour-là, quand 4 balles ennemies transpercèrent son corps dans le désert brûlant du Helmand, Léa Morel ne s'effondra pas. Au contraire, elle saisit 2 Navy Seals grièvement blessés et les porta sur près de 5 kilomètres, à travers un territoire infesté d'ennemis, tout en coordonnant des frappes d'artillerie par radio. Avant que nous ne replongions dans l'histoire, dis-moi d'où tu nous écoutes. Et si ce récit t'inspire, abonne-toi. Car demain j'ai gardé pour toi quelque chose de très spécial. Ce qui allait se produire ce mardi matin en apparence banal allait forcer toute une base militaire à remettre en question sa vision du courage, de la force et de ce que cela signifie vraiment d'être un guerrier. Le briefing du matin à la base avancée de Sentinelle commençait à 5h30. Mais Léa Morel, elle, était réveillée depuis 3 heures. Elle se tenait près de la tente des communications, observant le soleil peindre d'or les montagnes afghanes. Ses mains entouraient un gobelet de thé tiède depuis plus de 30 minutes. À 23 ans, Léa était une anomalie sur cette base perdue dans le désert. Née à Lille, en France, elle avait rejoint l'armée américaine après avoir émigré avec sa famille à l'âge de 16 ans. Son accent portait encore une légère trace de ses origines européennes et sa sensibilité face aux réalités brutales de la guerre lui avait valu une réputation dont elle ne parvenait pas à se défaire. Derrière son dos, certains soldats l'avaient surnommée « l'arme », non pas avec méchanceté, mais avec cette forme de condescendance familière qu'on réserve à quelqu'un qu'on juge trop fragile pour le vrai travail du terrain. Léa mesurait à peine 1,62 m pour 57 kilos. Mais ce qui la distinguait vraiment n'était pas sa taille, c'était cette tendance à exprimer ses émotions sans filtre. Lorsqu'on rapportait des pertes civiles, ses yeux se remplissaient de larmes. Quand un camarade était blessé, elle ne cachait pas son inquiétude, ce qui mettait parfois mal à l'aise les vétérans aguerris. Dans un environnement où la maîtrise de soi était considérée comme la vertu suprême, ses réactions authentiques étaient vues comme le signe qu'elle ne tiendrait pas le coup lorsque la pression atteindrait son paroxysme. Ironiquement, elle faisait partie des soldats les plus compétents de la base sur le plan technique. Ses scores au tir figuraient toujours dans le top 5%. Elle connaissait par cœur les procédures de coordination d'artillerie et pouvait calculer des solutions de tir dans sa tête plus vite que la plupart ne le faisaient avec un ordinateur. Elle parlait 3 langues couramment et possédait une compréhension instinctive du terrain afghan grâce à des mois d'études de la géographie et de la culture locale. Mais tout cela semblait compter pour peu lorsqu'il s'agissait d'attribuer les missions. Le chapiteau de briefing bourdonnait d'activité dans la fraîcheur de l'aube. Des cartes recouvraient les tables, des zones rouges indiquaient les bastions talibans, des lignes bleues traçaient les routes de patrouille. Le commandant David Harper, visage buriné par 15 ans d'opérations spéciales, se tenait à l'avant et exposait la situation. Léa se plaça à sa position habituelle près du matériel radio, carnet ouvert, déjà devinant quel rôle on allait encore lui attribuer. La mission de reconnaissance d'aujourd'hui est nom de code vent du désert, annonça Harper. Des renseignements indiquent la présence de cibles à haute valeur dans le secteur 12. Opération conjointe avec l'équipe Trident 7. Je veux une précision absolue et une conscience totale de la situation. Léa nota les affectations au fur et à mesure, jusqu'au moment où son nom fut prononcé. Morel, coordination des communications à la base, surveillait tout le trafic radio et tenait le commandement informé. Une fois encore, elle restait à l'arrière. Elle acquiesça avec professionnalisme, masquant le pincement familier au cœur. Autour d'elle, ceux qui partaient sur le terrain échangeaient des sourires confiants et discutaient tactique, elle invisible. En quittant la tente, elle entendit un murmure qui lui serra l'estomac. « Franchement, je suis soulagé qu'elle ne vienne pas », dit le sergent Marinelli à voix basse. « La dernière chose dont on a besoin dans une fusillade, c'est quelqu'un qui craque. » « Elle est bonne techniquement, » répondit l'adjudant Rios. « Mais le combat, c'est autre chose. Elle ressent trop. » Léa fit semblant de ranger ses notes, mais chaque mot était un coup de couteau. Cela faisait des années qu'on lui collait cette étiquette. Trop émotive, trop réactive, pas fiable sous la pression. Peu importait qu'elle n'ait jamais failli dans une crise réelle. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que cette intensité émotionnelle, loin de la paralyser, la poussait à être mieux préparée que quiconque. Ce jour-là, tandis que l'équipe partait, elle se replongea dans les cartes du secteur 12. Chaque courbe de niveau, chaque rocher susceptible d'offrir un abri, chaque itinéraire probable de l'ennemi, elle grava tout dans sa mémoire.
Elle révisa les positions d'artillerie, les procédures de communication, jusqu'à ce que ses réflexes deviennent automatiques. Personne ne lui avait demandé de le faire. Personne ne s'y attendait. Mais Léa savait que l'occasion, ou la crise, ne prévient pas avant d'arriver. À 14 heures, les véhicules de reconnaissance disparurent dans la chaleur vibrante du désert. Léa, depuis le centre radio, les suivit du regard jusqu'à ce qu'il ne soit bien plus que des nuages de poussière à l'horizon. Puis elle s'installa, s'attendant à une journée monotone de surveillance des fréquences. Elle ignorait qu'avant le coucher du soleil, tout allait basculer, que cet après-midi ensoleillé deviendrait le théâtre de l'épreuve la plus intense de sa carrière militaire, que cette prétendue faiblesse qu'était sa sensibilité deviendrait la clé de la survie de 2 soldats dont elle ne connaissait même pas encore le nom. La première alerte retentit à 15h37. Un grésillement sec, puis une voix tendue qu'elle reconnut immédiatement. « Base, ici vent du désert Alpha. On essuie de lourds tirs. Répète, embuscade en secteur 12 Alpha. » Le stylo de Léa roula hors de ses doigts. En un geste, elle ajusta les fréquences et amplifia le signal. Les autres opérateurs se figèrent. La voix du commandant Harper retentit sur la ligne. « Vent du désert, ici la base, situation 15 à 20 combattants ennemis. Ils nous attendaient, c'était un piège. 2 hommes à terre, un critique. Demande extraction immédiate et appui aérien. » répondit Rios, sa voix couverte par le claquement sec des fusils et le souffle sourd d'une roquette. Sans attendre d'ordre, Léa bascula sur les canaux chiffrés, établit des liaisons de secours. Chaque variation de tonalité dans la voix des soldats, chaque silence, chaque bruit de fond, elle les enregistrait instinctivement. Harper demanda « Pouvez-vous tenir 21 minutes, le temps que l'équipe d'extraction arrive ?» Négatif. Position compromise. On bouge vers point d'extraction secondaire, mais les blessés ralentissent. On a besoin de frappes d'artillerie pour dégager notre arrière. Léa calculait déjà les coordonnées dans sa tête. Elle visualisait le terrain, les positions ennemies probables et activait le réseau d'artillerie. Vent du désert, ici communication. Donnez votre référence de grille exacte, lança-t-elle. Qui est-ce? Répondit Rios, surpris. Morel, donnez la grille, maintenant. Les chiffres tombèrent. Elle les entra dans le système de tir avant même que l'officier d'artillerie officiel ne soit localisé. Puis, un autre message glaça la salle. Ici, Trident 7. 2 hommes encore valides, multiples blessés, encerclés. Demande assistance immédiate. Leur position, 3 km de celle de vent du désert. Les secours aériens étaient trop loin. L'artillerie ne pouvait tirer si près sans risque pour eux. Quelqu'un devait les atteindre physiquement. Tout le monde comprit. Personne n'osa le dire. Léa posa les yeux sur la carte, sur 2 groupes d'Américains piégés. Et pour elle, la décision était déjà prise. Léa se leva et attrapa son gilet tactique, commençant à vérifier son fusil et son équipement. « Morel, qu'est-ce que tu fais ?» demanda l'opérateur Yannick Walter en la voyant s'armer. « Je vais les chercher », répondit-elle d'un ton calme qui fit taire la pièce. « Tu ne peux pas quitter ton poste, tu n'es pas autorisé pour une mission terrain. Et le commandant Harper t'a assigné ici », insista Walter. Elle s'arrêta, le regard planté dans le sien. « Dans 15 minutes, ces gars seront morts. L'équipe d'extraction est ailleurs, l'aviation est à 21 minutes et l'artillerie ne peut pas tirer sans les tuer. Quelqu'un doit y aller, maintenant. » « Ce quelqu'un n'est pas toi, » répliqua Walter. « Tu n'as jamais été en combat réel. » Les mots frappèrent juste, mais Léa n'avait pas le luxe de se vexer. « Je connais ce terrain mieux que quiconque ici. Chaque colline, chaque ravin, chaque zone de couverture, je peux les atteindre en 30 minutes. » Un autre opérateur intervint. « Et quand bien même tu y arriverais, tu ne peux pas transporter 2 blessés toute seule. » Léa termina son contrôle d'armes et se dirigea vers la sortie. « Alors je trouverai comment faire une fois sur place. » Walter cria encore « Et je dis quoi au commandant ?» Sans se retourner, elle répondit « Dis-lui que je suis parti ramener nos gars. » Le chemin jusqu'à la position des forces spéciales la mena à travers un paysage trompeusement paisible. Collines basses, couvertes d'herbes sèches, rochers noirs offrant de parfaits abris, lits de rivières asséchées serpentant à travers la vallée. Magnifique. Mais chaque relief pouvait cacher des tireurs embusqués. Léa avançait vite, mais avec prudence, suivant des trajets qu'elle avait repérés sur les cartes depuis des mois. Sa préparation obsessionnelle, que beaucoup jugeaient inutile, devenait son atout principal. 25 minutes plus tard, le bruit des fusillades parvint à ses oreilles. Le claquement sec des M4 américains se mêlait au martèlement plus grave des AK-47, entrecoupés d'explosions de RPG. Les hommes étaient encore en vie. Léa activa sa radio. « Trident 7,
Ici communication base, je suis à environ 1 kilomètre au sud-est. Situation, une voix épuisée mais ferme répondit « Ici premier maître Adrien Chao. Nous sommes coincés dans un ravin, 3 côtés fermés, ennemis en hauteur, 2 blessés critiques. Reçu Chao. J'ai du matériel médical et je peux coordonner l'artillerie. Tenez vos positions, j'arrive. » Silence, puis « Attendez. Vous êtes sur le terrain? Vous êtes dans l'équipe d'extraction? » Négatif, premier maître. Je suis juste quelqu'un qui refuse de laisser crever de bons soldats un jour ensoleillé. Les 500 derniers mètres furent les plus dangereux. Pentes abruptes, passages étroits, et les tirs ennemis s'intensifiaient. De son point d'observation, elle aperçut la scène. Les forces spéciales, abritées derrière quelques rochers et un véhicule calciné, encerclés par au moins 12 insurgés sur les crêtes. 2 hommes gisaient au sol, immobiles. Léa repéra aussitôt un détail invisible pour la plupart. Le ravin avait été creusé par des crues saisonnières, laissant une rigole de drainage à l'est, dissimulée depuis les positions ennemies. Elle passa sur la fréquence d'artillerie. Centre de tir, ici observatrice avancée Morel. Demande tir immédiat, munitions explosives, fusée de proximité sur ligne de crête nord. Danger proche, troupes amies à 300 mètres au sud. Stupeur à l'autre bout. Morel, vous n'êtes pas certifiée observatrice avancée et vous êtes enregistrée au poste communication. La voix de Chao coupa net. Centre de tir, j'autorise Morel comme observatrice. Feu. Les coordonnées envoyées, Léa avertit Chao. Impact dans 30 secondes. À l'impact, je me déplace par le canal de drainage est. Négatif. C'est une zone à découvert, protesta-t-il. Faites-moi confiance, répondit-elle. Les obus arrivèrent, explosant en gerbes de terre et de roches. Profitant de la confusion ennemie, Léa glissa dans le canal de drainage. Le parcours était traître, pierres instables, buissons épineux, pentes raides. À mi-chemin, des balles sifflèrent, éraflant sa manche. Elle se plaqua au sol, rampa jusqu'à un couvert rocheux et reprit sa progression, chaque mouvement calculé, pour minimiser son exposition. Elle jaillit enfin derrière la ligne des forces spéciales. Chao la regarda, incrédule, par tous les seins. « Vous l'avez fait. Statut des blessés ?» demanda-t-elle immédiatement. Sergent Dubreuil, impact AK sur la poitrine, armure à absorber mais il est inconscient. Matelot first, éclat de RPG à la jambe et à l'abdomen, état critique. Léa se précipita vers First, son entraînement médical prenant le dessus. Les blessures étaient sévères mais stabilisables. Le vrai problème, il faudrait les évacuer et impossible de remonter les parois abruptes du ravin. Chao, nouvelle salve d'artillerie pour couvrir notre mouvement. Puis on se replie par le canal que j'ai emprunté. Même si ce passage est caché, on ne pourra pas porter 2 blessés sur cette distance sous le feu, objecta Chao. On ne va pas monter, répondit Léa en serrant les sangles de son sac. On va passer à travers. Elle transmit une nouvelle demande d'artillerie pour maintenir la pression sur les positions ennemies pendant leur repli. Les explosions couvrirent le bruit de leurs pas. Léa s'agenouilla, plaça First en position de portage pompier sur ses épaules. « Vous ne tiendrez jamais son poids ?» dit Chao. « Regardez-moi !» Elle avait secrètement passé des heures hors service à s'entraîner à porter des charges lourdes sur terrain accidenté. Ce n'était plus une théorie, c'était la vie d'un homme sur ses épaules. Le trajet à travers le canal fut un calvaire. Pierres instables, pentes glissantes, végétation coupante. À mi-parcours, son pied glissa sur un bloc, la projetant vers une zone à découvert. Impossible d'utiliser ses mains. Elle amortit la chute en pivotant pour atteindre un tas de roches protectrices au prix d'une douleur aiguë dans ses côtes et son épaule gauche. Elle ne lâcha pas First. En atteignant enfin la position défensive repérée, elle déposa le blessé derrière un mur naturel de pierre, offrant couverture et vue dégagée pour une future extraction héliportée. Chao, position sécurisée avec First, amenait Dubreuil et le reste de l'équipe, annonça-t-elle par radio. Mais déjà, les tirs ennemis changeaient de direction. Ils tentaient de couper le repli du reste du groupe. Les minutes allaient être longues. Chao et ses hommes entamèrent leur progression dans le canal de drainage avec Dubreuil, mais les insurgés s'adaptaient déjà. Les impacts se rapprochaient, forçant l'équipe à se mettre à couvert. Léa comprit qu'ils étaient en train de perdre l'initiative. Elle reprit la radio. « Chao, état de vos munitions ?» 2 chargeurs par homme. Dubreuil est conscient, mais incapable de marcher. Il nous faut une couverture solide pour avancer. L'artillerie était trop proche des forces amies pour frapper efficacement. Il fallait du tir direct, précis, capable de tenir plusieurs positions ennemies en respect.
Léa jeta un coup d'œil à son fusil, puis aux crêtes, où jaillissaient les éclairs des tirs adverses. La décision fut instantanée. « Chao, je vais ouvrir le feu pour vous couvrir. Avancez dès que j'engage. »« Négatif, Morel. Vous êtes déjà en bonne position défensive. Vous allez vous exposer. »« Chef, avec tout le respect que je vous dois, si on reste immobile, on est mort. » Sans attendre, elle se plaça au bord de la roche, épaula son arme et visa. Les heures passées sur le stand de tir, ses entraînements répétés au calme comme en stress, tout convergea dans chacun de ses mouvements. Première balle, un guetteur ennemi qui dirigeait les tirs contre le canal. Deuxième, un mitrailleur qui clouait les hommes de chaos sur place. Chaque tir était calculé, économique, pensé pour maximiser l'effet et forcer les insurgés à baisser la tête. Très vite, ils identifièrent sa position et concentrèrent leur feu. Les balles ricochaient sur la pierre, projetant des éclats qui lui griffaient le visage et les mains. Elle changeait de position après chaque tir, se servant des reliefs comme d'un échiquier mortel. Son tir d'appui permit à Chao et ses hommes de reprendre leur progression, du breuil entre eux, avançant par bonds de couvert en couvert. Puis, la première balle la frappa, un choc brutal à l'épaule gauche, comme si un marteau l'avait percuté. Elle lâcha son arme un instant, la douleur lui coupant le souffle. Serrant les dents, elle la récupéra, passa tout le poids sur son bras droit et continua de tirer. La deuxième balle vint se loger dans sa cuisse droite, la déséquilibrant et l'obligeant à s'agenouiller. Elle reprit, appuie, visa, tira. La troisième l'atteignit au flanc gauche, juste sous son gilet pare-balles. La brûlure lui coupa la respiration, mais son doigt resta ferme sur la détente. La quatrième effleura sa tempe, une chaleur soudaine et un voile rouge sur son visage. Ses oreilles bourdonnaient, son champ de vision se rétrécissait. Mais tant qu'elle voyait encore une silhouette ennemie, elle pressait la détente. Chao surgit enfin avec ses hommes, du breuil à bout de force, mais toujours vivant. « Nom de Dieu, Morel, vous êtes criblé !» s'exclama-t-il. « Ça ira !» mentit-elle, le souffle court. « Préparez du breuil pour l'extraction. Hélico dans 3 minutes. » En vérité, elle sentait son sang couler abondamment, ses forces la quittaient. Mais tant que la mission n'était pas terminée, son corps n'avait pas le droit de céder. L'hélicoptère d'extraction approchait, le bruit des rotors se mêlant aux tirs. Mais les insurgés, eux aussi, l'avaient entendu et tentaient de se repositionner pour le viser. Des traçantes rouges fendaient l'air en direction de l'appareil. « Chef, l'hélico prend du feu depuis la crête nord !» lança Léa. Chao et ses hommes étaient occupés à sécuriser Dubreuil et First. Ils ne pouvaient pas riposter efficacement. Léa fit basculer son fusil, se hissa maladroitement derrière un rocher et tira sur les éclairs des tirs ennemis, chaque détonation ravivant la douleur de son épaule blessée. Les rafales ennemies se dispersèrent juste assez pour permettre au Black Hawk de se poser dans un nuage de poussière. Le chef d'équipage sauta au sol pour aider à charger les blessés. Léa continua de couvrir le secteur jusqu'au dernier instant, son œil droit rivé sur la lunette, son bras valide crispé sur la crosse. Ce ne fut que lorsqu'on la saisit par le gilet pour la traîner vers l'hélico qu'elle lâcha enfin son arme. À l'intérieur, le médecin de vol se pencha sur elle. Impact épaule gauche, cuisse droite, flanc gauche, plaie ouverte à la tête. Comment diable elle tient encore? Chao répondit d'une voix sombre. Elle ne tient plus, mais elle a tenu jusqu'à ce qu'on soit tous à bord. L'hélico s'éleva, prenant encore quelques tirs, mais s'éloigna rapidement de la zone. Léa, pâle, les yeux mi-clos, entendait à peine les voix autour d'elle. Elle avait réussi. Tous vivants. C'était tout ce qui comptait. Veux-tu que je passe directement à la partie 4, où l'on raconte son arrivée à la base, la chirurgie, l'enquête disciplinaire et le retournement inattendu qui mène à son intégration dans les forces spéciales? C'est un pivot clé avant l'épilogue héroïque. L'hélicoptère se posa en urgence sur la piste de la base avancée Wolverine, à quelques centaines de mètres du centre de traumatologie. Les portes s'ouvrirent dans un nuage de poussière et l'équipe médicale se précipita. Chao et un autre opérateur portaient Léa sur une civière, son uniforme imbibé de sang, ses traits tirés par la douleur et l'épuisement. « Blessé critique !» cria le médecin de vol. 4 impacts par balle, perte sanguine massive. On l'achemina en courant vers le bloc opératoire, les couloirs vibrant encore du bruit des rotors. Le commandant Harper était déjà sur le tarmac, figé en voyant sa spécialiste en communication, qu'il avait sciemment laissée à l'arrière, revenir grièvement blessée après ce qui semblait être une mission de terrain improvisée. « Monsieur le colonel Marquez de la région est en ligne. »
lui lança le sergent Walter, radio en main. Harper saisit l'appareil. Colonel, extraction réussie. Tous les hommes sont vivants. Bien reçu, mais on m'a rapporté qu'une opératrice radio aurait mené seule la mission de sauvetage? Oui, monsieur. Sans autorisation? Exact. Un silence pesant suivit. Major, ce genre d'initiative se termine habituellement devant une cour martiale ou avec une médaille. Préparez votre rapport. Pendant 6 heures, l'équipe chirurgicale se battit pour sauver Léa. Les balles n'avaient touché aucun organe vital, mais les hémorragies et la perte de sang avaient poussé son corps à la limite. Dans le couloir, Chao refusa de quitter son poste, Dubreuil et First en fauteuil roulant à ses côtés. « Vous pourriez vous reposer » proposa l'infirmière-chef. « Pas avant de savoir si elle s'en sort » répondit Chao. En moins de 24 heures, toute la base avait entendu parler de ce qu'elle avait accompli. Dans les bureaux, Harper relisait les dossiers d'entraînement de Léa. Tir dans le top 5%, capacité physique au-dessus de la moyenne d'infanterie, maîtrise des procédures d'artillerie dignes d'un observateur certifié. Et il réalisa que c'était justement son empathie, sa trop grande sensibilité, qui l'avait poussé à se préparer bien au-delà de ce que son poste exigeait. À 21 heures, la chirurgienne, Dr Samantha Lee, sortit enfin du bloc, visage marqué par la fatigue. Elle est stable, on a retiré les fragments, réparé les tissus endommagés. Elle a perdu beaucoup de sang, mais elle est jeune, elle va s'en remettre physiquement. Elle pourra reprendre le service actif ? Demanda First. Avec de la rééducation, oui. Son épaule gauche demandera du temps, mais elle est solide. Ce que je ne comprends pas, ajouta la chirurgienne, c'est comment elle a pu rester debout avec ses blessures. N'importe qui d'autre se serait effondré. Chao eut un bref sourire. Vous ne connaissez pas Léa Morel. Quand des vies dépendent d'elle, elle ne lâche pas. Le lendemain, Léa ouvrit les yeux dans l'infirmerie. Chao était assis près de son lit, un livre à la main. Sa voix était rauque. Comment vont Dubreuil et First? Ils s'en sortent, tous les deux. Bien. Léa, tu sais ce que tu as fait? J'ai fait ce qui devait être fait. Non, tu as fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Elle détourna les yeux, visiblement mal à l'aise avec les compliments. L'important, c'est qu'il soit vivant. 3 jours plus tard, une commission disciplinaire arriva à la base, à sa tête la colonelle Patricia Marquez, connue pour son intransigeance. La première entrevue avec Harper fut glaciale. « Expliquez-moi comment une opératrice radio s'est retrouvée en mission solo dans une zone ennemie » demanda-t-elle. « Parce qu'aucune autre option n'aurait été dans les temps » répondit-il. « Résultat ou pas, le problème est la désobéissance » trancha Marquez. « Elle n'était pas formée pour ça. » Pourtant, 2 hommes sont vivants aujourd'hui grâce à elle. Et elle aurait pu en coûter davantage si ça avait mal tourné. Le lendemain, Marquez interrogea directement Léa, encore en fauteuil, le bras en écharpe. « Comprenez-vous pourquoi vous êtes ici ?»« Oui, madame, pour avoir quitté mon poste et agi sans ordre. »« Pourquoi l'avoir fait ?»« Parce que je savais qu'ils mourraient si j'attendais, et que j'avais les moyens de les aider. Ce n'était pas votre décision à prendre. Vous êtes opératrice, pas force spéciale. » Madame, avec respect, un soldat blessé ne se soucie pas de mon intitulé de poste. Il a juste besoin d'aide. Marquez se pencha l'air dur, mais nota chaque réponse. Puis elle demanda « Où avez-vous appris à coordonner des frappes d'artillerie avec ce niveau de précision ? Études, personnel, hors service. Et le secourisme avancé, formation volontaire, sur mon temps libre. Pourquoi ? Pour être prête à servir au mieux, quelle que soit la situation. » Après un long silence, Marquez referma son dossier. Vos actions étaient dangereuses et contraires au protocole, mais elles étaient aussi exceptionnellement courageuses. Ce conseil vous transfère au commandement des opérations spéciales pour formation avancée. Si vous acceptez, vous suivrez le programme le plus exigeant qui existe. Léa resta muette un instant puis souffla « J'accepte ». 6 mois plus tard, Léa Morel se tenait dans la salle de briefing du centre d'entraînement de Fort Barlow, base des unités d'élite de l'armée. Sur son épaule, un nouvel écusson, celui du commandement des opérations spéciales. Le parcours pour en arriver là avait été impitoyable. Les semaines de formation avaient testé ses limites physiques et mentales, marche forcée avec charges extrêmes, navigation nocturne en terrain hostile, tir de précision sous stress, simulation de sauvetage sous feu nourri. Mais plus que tout, on lui avait appris à faire confiance à ses instincts et à assumer des décisions critiques en quelques secondes. Ses instructeurs avaient vite remarqué une chose rare, cette obstination totale à ne jamais abandonner quand des vies étaient en jeu. Au début,
Les autres stagiaires, tous vétérans de combats réels, voyaient d'un œil sceptique cette ex-opératrice radio promue ici à cause d'un seul exploit. Ce doute disparut lors d'un exercice de récupération d'otages où, face à une situation qui tournait mal, Léa improvisa une stratégie qui sauva toute l'équipe. « Comment savais-tu que ça marcherait ?» lui demanda le capitaine Wilkins, l'un de ses coéquipiers. Elle répondit simplement « Je ne savais pas, mais je savais que je ne pouvais pas accepter que ça échoue. » Sa réputation grandit et bientôt, ses supérieurs lui confièrent sa première mission en tant que chef d'équipe. Opération Bouclier du désert. Un officier du renseignement avait été capturé dans la province de Nareb, au cœur de montagnes surveillées par l'ennemi. Les tentatives de sauvetage conventionnelles avaient été jugées trop risquées. Il fallait une équipe rapide, capable d'improviser. Léa étudia les cartes, identifia un couloir d'exfiltration étroit et périlleux, mais invisible depuis les postes d'observation ennemis. Elle expliqua à ses hommes, « C'est risqué, mais c'est notre meilleure chance de le ramener vivant. » Parmi eux, l'adjudant Rios, un des soldats qu'il avait jadis jugée trop émotive, la regardait maintenant avec un respect évident. L'infiltration se fit de nuit, à 15 km du point d'extraction prévu. L'équipe neutralisa les sentinelles silencieusement, pénétra dans le complexe et localisa le prisonnier, capitaine Julien Park, après 30 minutes d'opération. Mais Park était gravement blessé, incapable de marcher. Les mêmes obstacles qu'un an plus tôt se représentaient. Un terrain difficile, un homme à portée, des poursuivants potentiels. Léa répartit immédiatement les rôles, organisant une rotation pour transporter Park. Elle porte elle-même l'otage sur plusieurs kilomètres, s'arrêtant seulement pour ajuster son souffle et vérifier la sécurité de l'itinéraire. 8 heures plus tard, ils atteignirent la zone d'extraction, épuisés mais vivants. Cet exploit confirma que son premier sauvetage n'avait rien d'un coup de chance. Ses supérieurs comprirent qu'elle était devenue l'opératrice qu'on envoyait lorsque les méthodes classiques échouaient. En 5 ans, elle mena plus d'une douzaine de missions jugées impossibles, toujours avec le même principe. Aucun homme ne reste derrière. Ce mardi matin-là au Pentagone, Léa, désormais colonel Morel, présenta devant un parterre de généraux et d'amiraux une doctrine qui bousculait les traditions. Pendant longtemps, nous avons cru que l'efficacité au combat nécessitait le détachement émotionnel. Pourtant, l'expérience montre que l'investissement émotionnel, lorsqu'il était maîtrisé, peut pousser un soldat à dépasser toutes les attentes. Elle présenta des données, des témoignages et des analyses, prouvant que la volonté viscérale de protéger ses camarades pouvait faire la différence entre l'échec et la réussite. En sortant de la salle, son téléphone vibra. Un message de Chao, devenu instructeur dans les forces spéciales. « Vu ta présentation aux infos, Dubreuil et First se vantent toujours d'avoir été portés par quelqu'un 2 fois plus petit qu'eux. » Léa esquissa un sourire. Peu importaient les grades et les décorations, ces liens forgés dans la poussière et le sang restaient la récompense la plus précieuse. Dans les mois qui suivirent, elle développa des programmes de formation destinés à identifier et cultiver ce profil rare de soldat qui transforme sa sensibilité en force. L'armée désormais ne voyait plus l'émotion comme une faiblesse, mais comme un potentiel moteur d'excellence. Des barrières tombèrent, les spécialisations devinrent plus flexibles, la mixité dans les unités combattantes fut pleinement adoptée, et les entraînements inclurent des modules sur la résilience psychologique et l'empathie tactique. Un soir, alors qu'elle quittait son bureau, elle reçut un mail d'une jeune militaire en Afghanistan. « Madame, on m'a dit que j'étais trop émotive pour les missions de terrain. Mais en voyant votre parcours, je sais qu'il se trompe. Quand la mission compte vraiment, l'émotion devient une force. » Léa répondit « Fais confiance à ton instinct, prépare-toi mieux que quiconque, et n'oublie jamais, ceux que tu sauveras ne se soucient pas de ton grade ou de ton poste. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui refuse d'abandonner. » Elle referma son ordinateur, leva les yeux vers le ciel nocturne. L'histoire de l'opératrice radio trop émotive était devenue celle du colonel qu'on appelait quand plus rien d'autre ne suffisait. Et dans un monde où les approches classiques échouaient parfois, cela faisait toute la différence.